Il est 18h, bienvenue pour le débrief, et bien votre rendez-vous 100% national sur les antennes de FFF TV. Vous en avez pris l'habitude, bien évidemment, après chaque journée de championnat. On se retrouve avec Vincent Magniez, ici même dans notre très très beau plateau, pour évoquer notre championnat préféré. Vincent, comment ça va? Ça va très bien, Manu, je te remercie. C'est super, je suis très content que vous alliez très très bien. Au programme de cette nouvelle émission, mon cher Vincent, tous les buts, toutes les réactions, bien sûr, concernant cette 27e journée du championnat national. On aura également l'entretien de la semaine, et c'est la pépite du Mont FC, Bilal Brahimi, qui sera bien évidemment avec nous. Également focus sur l'affiche Canal+ Sport qui nous attend ce soir entre Orléans et Bastia. On s'intéressera d'ailleurs à un match dans le match entre Lorraine Sassignon et Stéphane Lambez. Ça sera l'occasion d'évoquer peut-être deux des meilleurs latérales droits de ce championnat. Et puis on terminera avec des news et vous verrez, ce sera un petit peu plus positif que celle de la semaine dernière notamment. En attendant, 7 matchs disputés ce vendredi sur FFF TV et on en parle tout de suite dans le Tour des Stades. Alors comme la semaine dernière, 8 matchs étaient bien sûr au programme de cette 27e journée. 7 se sont disputés du fait notamment du report entre Créteil et Boulogne. Vincent, on attaque tout de suite avec la première opposition entre le FC 7 et le FC Villefranche-Beaujolais. Une victoire caladoise qui s'est dessinée sur un éclair de génie de monsieur Mohamed Guilavogui. Verdochi. Le centre. Bien joué. Bien joué. Quel but de Mohamed Guilavogui. Quel contrôle et quelle reprise qui se termine en pleine lucarne. Mais quel but. Quel but sensationnel là de l'attaquant du FCVB. Oui, il a dû se régaler. Notre confrère et ami, bien sûr, Béranger Tournier, qui commentait ce match, bien sûr, pour FFF TV. Vincent, c'était un peu le duel entre les deux meilleures défenses du championnat. Victoire des Caladois à 7 sur des réalisations, on rappelle, de Toflib et donc de Guilavogui. Ouais, d'ailleurs, le fait que ce soit les deux meilleures défenses du championnat, on s'attendait plutôt à un match un peu fermé où il n'y aurait pas eu de but. Et là, c'est les Sétois, en fait, qui ont eu la première occasion dès le début du match, bien arrêté par Jean-Christophe Bouet. Ça a le mérite d'avoir réveillé tout de suite les Caladois qui ont plié le match en 5 minutes. Alors, les Verts et Blancs, en fait, pourront vraiment s'en prendre à eux-mêmes d'avoir loupé cette première mi-temps complètement loupée, puisque, en fait, il a fallu quand même derrière revenir avec un meilleur état d'esprit, reprendre un peu le dessus, et sans un très très grand JC Boué, ils auraient pu espérer mieux qu'une défaite, les Sétois. Alors Vincent, vous l'avez dit, but magnifique bien sûr de Guilavogui, Boué on peut le dire héros du match, mais un homme s'est mis en évidence au milieu de terrain, l'ancien parisien Timothée Toflib, auteur de son premier but cette saison, qui revient notamment en interview et bien sur une entame de match pourtant compliquée. Ouais, c'est vrai que l'entame de match, elle a été un petit peu compliquée. On aurait pu le payer cher avec un but de retard, et puis ça aurait pas été la même donne pour la suite du match. Mais on s'est bien repris et puis ensuite on a maîtrisé notre sujet et on a fait une bonne première mi-temps, je trouve. Et en deuxième mi-temps, on a subi un peu les assauts de 7, mais c'est normal, ils sont à domicile, ils poussent et puis nous on voulait conserver le résultat et on est tombé sur un excellent JC Boué et c'est pas la première fois qu'il nous sort des parades de haut niveau. Ouais. Le coach nous laisse beaucoup de liberté, de créativité au milieu, de nous laisser prendre nos responsabilités, les initiatives. Donc voilà, c'est à nous d'amener le danger. Et voilà, à titre personnel, ça se passe plutôt bien pour moi là sur les derniers matchs. Je me sens bien, je me sens en forme. À l'image de l'équipe qui tourne bien en ce moment. On évoque le seul 0-0 aussi également dans cette 27e journée. C'était entre le FC Bastia Borgo et le SO Cholet. Privé de victoire depuis 7 matchs, le FCBB qui a écarté son entraîneur Jandré Ottaviani voulait créer l'électrochoc avant la réception du SO Cholet. Un match nul 0-0 qui laisse bien des regrets. Ouais, énormément de regrets parce que c'est vrai que les Corses attendaient vraiment de prendre ces 3 points. Mais en tout cas, on a vu vraiment une belle réaction des hommes de Laurent Cambarel qui étaient sur le banc pour ce match. Ils se sont créés énormément d'occasions et en plus, ils n'ont pas eu forcément la réussite parce qu'ils ont tapé plusieurs fois les montants. Mais sur ce match, Cholet s'en sort quand même plutôt bien avec ce match nul. Mais malheureusement pour eux, ça ne les fait pas avancer dans la course à la montée. Exactement. Un coup d'arrêt bien évidemment pour le SO Cholet. On voit cette occasion notamment de Geoffrey Durban en toute fin de rencontre et encore un excellent Anthony Mandré qui aura été déterminant dans ses buts et vous le disiez également bien des Choletais des Bassiers qui ont touché le poteau. Clément Couturier, le milieu de terrain arrivé cet hiver à Bastia Borgo en provenance de la D2 belge, évoque lui sa frustration après ce match nul et n'oublie pas aussi également d'avoir une pensée pour son ancien coach Jandré Ottaviani. Oui, c'est vrai qu'on fait un bon match. On est solide défensivement, ce qu'on n'était pas dernièrement, et on a montré des bonnes choses dans le jeu. Et je pense qu'on est mal récompensé. On touche le poteau à la dernière minute, et c'est vrai que c'est un peu frustrant. Après,
faut garder le côté positif et essayer de réitérer ses performances pour les prochains matchs. Et il n'y a pas de raison, si on continue d'avoir ce même contenu, on réussira à avoir des points par la suite. C'est vrai que c'est jamais satisfaisant que le coach se fasse limoger. On se sent un petit peu responsable, mais malheureusement c'est comme ça que ça se passe dans le football. On se sent responsable et on doit se montrer reconnaissance de ce qu'il a fait, mais aussi penser à la suite du championnat, parce que pour le club c'est très important. Il y avait un match qui comptait pour beaucoup, en tout cas dans la course au maintien. Il opposait le Sporting Club de Lyon au FC Annecy. Annecy qui enchaîne avec un 3e match sans défaite grâce à un homme, Romain Spano, auteur d'un triplé, véritable héros de ce week-end. Gauche, Garbi, le centre, Spano magnifique qui se retourne, Spano! Romain Spano magnifique, le contrôle à l'entrée de la surface, Nassim. Oh, c'est un petit bijou, ce but de Romain Spano, Vincent. Une victoire, on l'a dit, à l'extérieur contre un concurrent direct, bien sûr, au maintien. Dans le sprint final, ça va forcément faire du bien aux Annéciens. Ah ben c'est sûr que là, psychologiquement, ils sont vachement bien après cette victoire, mais surtout, tu l'as dit, les 10 points surtout pris sur les 12 possibles en 4 matchs, ça va les faire avancer, ça les fait du coup vraiment espérer. Ils ont sur ce match, en tout cas, pressé très très haut, ont privé les Lyonnais de ballon quasiment tout le match. Et c'est pas rien quand même d'aller s'imposer, à Lyon-Duchère, parce que avant cette rencontre, c'était quand même une équipe qui est avant-dernière, mais qui ne mérite pas forcément son avant-dernière place. Tant sur les matchs, elle a souvent maîtrisé, elle a souvent proposé quelque chose de vraiment beau. On l'a vu, hein, des bijoux. Le 3e aussi, il est pas mal. Hein, le but de Romain Spano qu'on a l'habitude d'ailleurs, dont on a l'habitude de vanter le côté altruiste, le côté travailleur de ce joueur. C'est en qualité de buteur qui s'est illustré samedi. Ça faisait d'ailleurs longtemps que Romain Spano ne s'était pas offert un triplé. De mémoire, ouais, ça fait très longtemps. Je suis plus sûr. Peut-être c'était le dernier triplé, c'était peut-être en 2016, 2017, je sais plus, c'était avec Andrézieux, mais à l'époque en CFA. Mais c'est vrai, c'est pas tous les jours qu'on met des triplés, donc je savoure. Mais le plus important, c'est de travailler pour l'équipe et de faire un bon match. Donc c'est ce que j'ai fait hier et puis j'ai pu permettre d'être décisif. Donc c'est top. Donc c'était une belle soirée hier soir. C'était un concurrent direct, donc il fallait absolument gagner et les mettre à distance. En plus, chez eux, on sait que c'est des matchs compliqués à jouer. C'est une équipe quand même qui produit du jeu et c'est une belle équipe. Donc forcément, une grosse perf de la part de l'équipe. Donc très satisfait de cette victoire. On évoque désormais le match nul, un but partout entre le Stade Briochin qui accueillait le leader, Quevilly-Rouen Métropole. Les buteurs, on va les citer. Maël Lilien avait ouvert la marque, bien sûr, pour les Briochins. Et Yacine Bassa a égalisé à l'heure de jeu. 2e nul consécutif pour les hommes de Bruno Reales qui ont encore été menés au score avant de refaire leur retard, Vincent. Oui, alors ce qui est sûr, c'est que sans ces atouts offensifs d'Adoun et Young, les Normands ont du mal à se créer des occasions. Alors après, je dirais que malgré tout, c'est pas très grave, parce que même s'ils se créent pas d'occasion, même s'ils maîtrisent un peu moins bien, ils vont chercher d'autres ressources. Et les ressources sont mentales. On le voit à chaque fois, ils arrivent à égaliser. Finalement, c'est une équipe en fait qui montre beaucoup de valeur pour pouvoir monter en Ligue 2, parce que on va pas se cacher qu'ils ont déjà quasiment un pied en Ligue 2. Va leur falloir encore deux victoires peut-être pour être sûr de monter, mais en tous les cas, les valeurs ils les ont. Et puis du côté de Saint-Brieuc, avec malgré tout, c'est une équipe qui avance tranquillement, qui peut regarder vers l'avant, parce qu'elle aussi fait partie des équipes potentiellement qui pourraient jouer cette 3e place synonyme de barrage. Mais faudra quand même pas qu'elle oublie de regarder un petit peu dans le rétro, parce qu'il y a du monde derrière. Ouais, en effet, hein, une mauvaise série, et ça pourrait être bien tous les espoirs du Stade Briochin les ambitions même du Stade Briochin qui pourraient complètement changer. Il y avait un derby dans cette 27e journée, Vincent. Vous avez eu d'ailleurs l'occasion de le commenter. Quelle chance vous avez eu. Le derby du Maine entre Laval et Le Mans. Un derby du Maine décisif surtout pour la lutte pour le podium. Et Laval a confirmé son excellente prestation du Red Star mardi en s'imposant. Un derby marqué par la petite douceur de Johan Brun. Je propose qu'on la regarde tout de suite. Alors, la douceur de Johan Brun, est-ce qu'elle va arriver ? Non. Bon, écoutez, on revoit les images du match. Vincent, votre avis un petit peu sur cette rencontre. Ouais, globalement, en fait, des Lavallois qui ont dominé. Ils se sont créés pas mal d'occasions. Ils ont en tout cas montré beaucoup plus d'envie sur la première mi-temps, en tout cas que
que les Monceaux, ils ont globalement mérité cette victoire. Attention toutefois, parce que sans, encore une fois, un très bon gardien, Alexis Sauvage, qui a réalisé quelques arrêts à des moments clés, ils auraient pu certainement un peu plus douter. Pour les Monceaux, qui sont vraiment aujourd'hui dans le très très dur, il va falloir qu'ils guérissent très vite, parce que c'est eux, quand je dis il va falloir qu'ils guérissent, c'est mental, parce que l'effectif, ils l'ont. Ils ont des joueurs, et même sur ce match, même parfois dominés, ils ont réussi à se créer quelques situations. Ils ont réussi à combiner, à faire douter cette équipe lavalloise. C'est vraiment dans les têtes, et il va falloir réagir très vite pour pouvoir inverser la tendance. Vous l'avez dit, c'est dans les têtes, Vincent, et dans les têtes, eh bien cette victoire dans le derby, Olivier Frappoli, eh bien en était forcément heureux, mais a surtout souhaité dédier cette victoire aux supporters Tango. On avait très envie sur ce derby-là d'être performant, et puis on connaissait un petit peu l'enjeu pour nos supporters. C'est un match qui est particulier pour eux, donc voilà, on a tout mis en œuvre pour être performant sur ce match-là, et on a été, je pense à juste titre, récompensé de nos efforts. Depuis le match de Quevilly, je trouve que l'équipe a pris du relief. On a, et c'est pas un hasard, enregistré aussi le retour de certains joueurs qui sont importants dans notre équipe. Voilà, donc on est plutôt en forme en ce moment, mais bon, on connaît la difficulté de ce championnat. On l'a vu encore sur les résultats ce week-end. Voilà, donc on va rester bien entendu très humble après cette victoire, et voilà, on a une semaine déjà qui arrive avec trois matchs qui seront de très beaux matchs à jouer, mais on sait que ça sera aussi difficile. Le déplacement à Bourg, la réception de mardi de Bastia en match en retard, et puis la réception de Villefranche, qui confirme aussi son regain de forme sur les derniers matchs. Voilà, en tout cas, on a plein de belles choses à vivre, je l'espère, sur les prochaines semaines. Et oui, il y aura des choses à jouer sans doute pour Olivier Frappoli, le Stade Lavallois dans cette fin de saison. Belle semaine en tout cas des Tangos, et bravo bien sûr au Stade Lavallois qui a pris 4 points quand même contre 2 concurrents directs à cette course au podium. On évoque maintenant, Vincent, la victoire de l'US Avranches-Mont-Saint-Michel grâce à un but de Diakari Diarra. L'US Avranches-Mont-Saint-Michel qui se relance après 7 matchs sans victoire contre des Odoniens, et bien eux qui font du surplace. Ouais, exactement. C'est les Avranchiniens, en fait, que, comme tu l'as dit, Manu, qui avaient vraiment besoin de se rassurer et surtout regoûter à ce goût-là de la victoire. Alors, ils ont très très bien démarré ce match. Ils ont vraiment privé les Odoniens de ballons. Ils ont que rarement été inquiétés. Ils ont même ouvert logiquement le score. On vient de le voir. Et puis, il y a un moment donné où ils ont un peu reculé, peut-être les vieux démons de la semaine dernière contre Quevilly, où ils ont pas mal concédé d'occasions. Là, il a fallu encore une fois un très bon Brice Cognard dans ses buts pour écarter le danger. Et en plus, comme on dit, des très bons gardiens, ils ont souvent la chance là. La chance, il l'a eu avec lui, plus les arrêts. Voilà, lui, il est allé chercher les 3 points avec son équipe. J'ai eu peur du choix du qualificatif, Vincent. Vous êtes parti sur le mot chance. Bien évidemment, la victoire de l'US Avranches-Mont-Saint-Michel. L'US Concarneau accueillait le football Bourg-en-Bresse-Perona. L'US Concarneau, vous le savez, le tube de cette fin d'hiver qui a manqué le coche contre Bourg-en-Bresse et manque l'occasion surtout de prendre la 3e place du national. Votre avis sur cette rencontre? Ouais, alors évidemment, avec le faux pas de Cholet du Red Star, Concarneau forcément qui était sur une très belle série, avait forcément à cœur de prendre ces 3 points pour prendre surtout la 3e place. Mais en face, c'était quand même Bourg, et depuis l'arrivée de Pocha, c'est un but encaissé en 6 matchs. Et Bourg en plus a marqué son but sur sa seule occasion du match. Derrière cette équipe de Concarneau a beaucoup buté sur soit Max Cassara, soit la défense. Et puis voilà, on dit que c'est un mini hold-up. Le football, et malheureusement on en voit des hold-up assez souvent. Ça doit être très dur pour les hommes de Stéphane Le Mignon. Malheureusement, je le disais, c'est le football. Et puis du côté d'Alain Pocha, peu importe la manière, ce qu'il faut, c'est se maintenir et reconstruire la saison prochaine. Vous l'avez dit, Vincent, coup d'arrêt bien sûr pour Concarneau, mais Bourg-en-Bresse-Perona n'en finit plus de remonter en tout cas dans ce classement du championnat national. Forcément, il fallait donner la parole à l'élégant de ce championnat national, Monsieur Kat Kraichi, qui nous parle lui et qui nous livre en tout cas son analyse de ce match. Mon analyse sur le match déjà, c'est surtout un état d'esprit face à une belle équipe de Concarneau. Surtout que là, on partait sur un long déplacement avec 2 matchs à l'extérieur. Donc là, on peut parler surtout de performance et de résultats d'équipe. On a eu aussi la chance aussi de marquer ce but dans un temps fort à nous, et ensuite derrière il a fallu être très réaliste et être efficace dans les 2 surfaces, c'est ce qui nous a réussi surtout.
Comme ça, quand il y a un nouveau coach qui arrive, souvent les cartes elles sont redistribuées. Après, même lui, il nous l'a dit, il va rien révolutionner. On est gardé c'est un peu les mêmes principes de jeu qu'avec ce que faisait Karim. Donc, on est un peu dans la continuité. Après, lui, ce qu'il nous a apporté aussi, c'est son recul quand il est arrivé là, parce qu'avant ça, c'était aussi un coach d'une équipe adverse. Le plus important quand on est dans une situation du moins comme ça, c'est le groupe qui passe avant, parce qu'on a été aussi longtemps relégable. Et là aussi, c'est notre avenir à tous, que ce soit individuel ou collectif. Là, il faut vraiment faire la part des choses, même si parfois c'est pas facile, et pas que pour moi, pour d'autres joueurs. Mais le plus important, voilà, c'est qu'on se sort de cette situation. Et puis après, le reste, ça vient. Derrière, après, il faut avoir toujours cette mentalité de compétiteur. Enfin, un sport de performance. L'altruisme de Kat Kraichi, l'élégance n'est pas qu'une coupe de cheveux et de beaux vêtements, mon cher Vincent, c'est aussi la classe. Et il l'a dit, bien sûr, Kat Kraichi qui est pas forcément titulaire dans cette saison, mais derrière, bien évidemment, tout le groupe. Le classement, tiens, du championnat de national. QRM leader, hein, 1 point d'avance sur le Sporting Club Bastia qui compte 2 matchs en retard. Le SO Cholet 3e, 12 points derrière, 1 point devant le Red Star et 2 devant Orléans, Concarneau et le Stade Briochin. Attention, les Odoniens comptent tout de même encore 2 matchs en retard. Et puis dans la deuxième moitié de classement, 4 points sépare Bourg 11e de Bastia Borgo 15e et premier relégable. Boulogne est dernier mais avec désormais 4 matchs en retard. Une affiche reste à jouer dans cette 27e journée du championnat de national. L'US Orléans va accueillir le Sporting Club de Bastia. Match à suivre en direct en intégralité sur les antennes de Canal+ Sport à partir de 20h45. Bien évidemment, on va en parler mon cher Vincent, mais avant cela, c'est l'heure de l'entretien. Notre invité cette semaine est l'une des pépites de cette saison 2020-2021 de National prêtée par le Stade de Reims au Mans FC. On le surnomme parfois le lion, son animal totem. Il s'appuie surtout sur une expérience atypique, partie à 16 ans à l'étranger. Bilal Brahimi est l'hôte du débrief aujourd'hui. Salut Bilal, comment ça va? Ça va super et toi? Ça va super mon cher Bilal, ça va super. On rappelle bien évidemment que cet entretien a été enregistré avant le derby bien sûr de samedi. Alors Bilal, on va revenir un petit peu sur ton parcours. T'as pas fait toi de centre de formation à proprement parler. On sait que tu es passé du côté de Saint-Ouen-l'Aumône, du côté de Cergy également dans le Val d'Oise. Tu es parti très tôt, je le disais tout à l'heure, à l'étranger, à l'âge de 16-17 ans au Portugal, puis en Angleterre du côté de Middlesbrough. Pourquoi ce choix bien sûr à l'époque? Ça va être un peu choquant, mais c'est parce que j'avais pas de club. J'ai jamais eu de proposition. Ça veut dire j'ai commencé à Cergy et j'ai commencé par même des équipes on va dire il y avait plusieurs, il y avait la 1, la 2, la 3, des fois je jouais avec la 2, la 3, ça m'arrivait de jouer même avec la 4. C'est-à-dire j'étais plutôt un joueur atypique et j'ai eu un parcours atypique aussi. Ça veut dire j'ai jamais eu de proposition pour faire un centre de formation. Du coup, j'en ai jamais fait et on va dire j'étais là au bon moment. Il y a un agent qui m'a appelé pour le Portugal. J'ai fait un essai, j'ai fait une année et ensuite, je suis parti en Angleterre et après ça s'est fait tout seul. Dès le plus jeune âge, à 13 ans, tu es dans un centre de formation. Du coup, on t'apprend, on va dire les choses, d'école du football. Du coup, moi, j'ai jamais eu à apprendre. Moi, on va dire, c'était plutôt le football de la street, de la rue, un peu provoqué, jouer seul, pas faire beaucoup de passes. Et après, ça se ressent un peu sur mon jet, de toute façon. Partir à l'étranger, forcément, ça t'a, j'imagine, beaucoup apporté, loin des stéréotypes du foot français, une autre culture. Dans l'expérience, c'est bon, ça. C'est que du bonus. Et maintenant, je suis grave heureux d'avoir joué au Portugal parce que c'est plutôt tactique, plutôt football. Et ensuite, j'ai joué en Angleterre, c'est plutôt physique. Ça veut dire, du coup, j'ai pris un peu du Portugal, un peu de la France, un peu de l'Angleterre. Et je pense que c'est un peu dommage, comme tu as pu le dire, parce qu'en France, si tu rentres pas dans certains critères, logiquement, tu auras peu de chances de réussir. Alors que, au contraire, quand tu vas à l'étranger, les joueurs français, on est plutôt bien aimés et ils nous acceptent comme on est, petit, grand, maigre, moyen. Il y a pas de critères là-bas. En voyant mon parcours, on va vite se dire, ah ouais, à 16 ans, 17 ans, il était au Portugal. Du coup, j'étais dans un pays où j'avais pas ma famille, où je parlais pas la langue. Du coup, on va dire naturellement, tu prends un coup de maturité et ensuite tu pars en Angleterre et de même, pas de famille et je parlais pas du tout anglais. Ça veut dire, entre guillemets, je m'adapte, on va dire, plus rapidement qu'aux autres. Naturellement, parce que
j'ai voyagé très tôt. Ça veut dire la maturité, elle est venue plus rapidement que les autres, on va dire. Et c'est quoi, du coup, ta vision du championnat national maintenant que tu joues? Et bah, avant de venir en national, je regardais très peu. Je vais pas vous mentir, je regardais très peu la nationale. Et j'avais un point de vue vraiment pas, on va dire, attirant. Mais là, maintenant que je suis venu et maintenant que j'ai fait, on va dire, une saison complète, j'ai plus du tout la même version. Et bah, en fait, j'ai vu que je pensais que c'était plutôt un championnat très difficile parce on disait que c'est physique, pardon, etc. Mais maintenant que je suis là, j'ai vu qu'il y a des bons joueurs, il y a des footeux, on peut voir un peu de tout. C'est vrai que c'est physique, mais il y a aussi des équipes qui jouent très bien. Et même comme Bastia, on peut le voir, ils sont en train de monter en puissance. C'est pas que des joueurs physiques, c'est des joueurs des très bons footeux. Et je trouve que j'espère encore découvrir encore plein d'autres joueurs dans le championnat. À ton arrivée justement cet été du côté du Mans FC, tu avais parlé de tes objectifs et tu as vu cette phrase un petit peu fracassante qui avait dit « Moi, mon objectif cette année, c'est absolument tout casser ». C'est quoi un petit peu le bilan que tu fais justement de ta saison, je vais y arriver, pardon, alors qu'on est arrivé bien sûr à la fin de ce mois de mars? Non, j'ai pas tout cassé. J'ai fait, on va dire, une bonne première partie de saison et j'ai plutôt bien commencé la deuxième aussi. Je suis un peu déçu pour l'équipe parce que au niveau personnel, j'ai fait, on va dire, des bonnes stats, des bonnes passes décisives, des bons buts, on va dire. J'en aurais pu faire encore beaucoup, mais je suis un peu déçu plutôt pour le club, pour les supporters, etc. parce que on est plutôt pas bien classé et il y a certains matchs qu'on devait gagner et qu'on n'a pas gagné. Du coup, pour moi, c'est pas fini, bien sûr, hein, il reste encore plusieurs matchs. Mais je pourrais dire j'ai tout cassé. Si on gratte, on peut avoir une montée en Ligue 2 et bien finir aussi. Bon, malgré tout, revenons à un point un peu plus personnel. On sait que tu as mis quelques beaux buts, quelques belles petites pépites dans cette saison. Alors, il y a le but contre QRM. Nous, on le commentait ce match-là. Ouais. C'est vrai que moi, je m'étais beaucoup enthousiasmé. Les gens me disent, mais il a eu énormément de réussite. Moi, personnellement, c'est mon préféré. Il y a aussi eu également le bijou contre Concarneau. Toi, c'est lequel que tu gardes, Bilal? Ouais, je pense, j'aurais dit comme toi. Personnellement, je préfère celui-là de Concarneau parce qu'il est plus beau, mais celui-là de QRM, la sensation, elle était meilleure. Ouais, la sensation, elle était bien. C'est sûr, j'aurais dit celui-là de Concarneau. Ouais, je pense à la maison. En plus, il y avait quelques supporters, du coup, c'était beaucoup mieux. Tu es sous contrat avec le Stade de Reims jusqu'en 2023. On sait que tu souhaites t'y imposer justement, mais est-ce que tu connais la rumeur de Steven Gerrard et les Glasgow Rangers qui sont très intéressés par ton profil? Non, je pense que c'est un peu plus qu'une rumeur parce que j'ai entendu parler plusieurs fois du même club. C'est venu à moi plusieurs fois et pas que des mêmes personnes. Ça veut dire, je pense que c'est plus qu'une rumeur, mais on attend de voir aussi. Je préfère voir le papier que les mots. Ce serait quoi ton style de joueur préféré? En tout cas, quel est le mec qui pourrait t'inspirer? C'est toujours le même. Pour moi, en tout cas, je dis c'est toujours le même, mais c'est toujours les mêmes parce que c'est Ronaldo et Messi. Mais vraiment, moi, c'était vraiment différent parce que mon style de joueur que je préférais le plus étant jeune, c'était Riyad Mahrez et Gareth Bale. Deux styles différents, mais c'était les deux que j'aimais bien et qui me complétaient parce que Gareth Bale était plutôt grand, pas trop technique, mais il allait plutôt rapide et Mahrez un peu dribbleur et c'est-à-dire que je me trouvais un peu avec les deux. Bon, Bilal, ça va échapper à personne. D'ailleurs, on le voit derrière toi, il y a un très très beau tableau avec un lion. J'ai commencé cette interview en disant justement que le lion, c'était ton animal totem. Dis-nous un petit peu la signification que ça a pour toi. Pour moi, c'est tout, hein, ça veut tout dire, hein. C'est lui le boss et pour moi, c'est un personnage, c'est pas une personne, mais c'est un personnage qui montre qu'il lâche pas et qui est là pour, entre guillemets, il a faim, quoi. Et moi, je suis comme ça dans le monde du foot, j'ai faim. J'aimerais qu'on apprenne justement à mieux connaître ta personnalité. On sait que tu es focus forcément sur ton métier de footballeur à 100%, mais que tu n'hésites pas à sortir un petit peu du football pour trouver de l'inspiration, et notamment dans d'autres domaines, comme la musique, comme le lifestyle aussi. Dis-nous un petit peu ce qui te fait vibrer en dehors des terrains. Moi, je suis plutôt ouvert un peu à tout. Mais après, la musique, j'aime bien. Je connais 2-3 personnes qui chantent. Ça veut dire mon cercle est un peu rempli de variétés, de chanteurs, de footballeurs,
Et aussi, j'aime bien aussi les voitures. Bon, après, ça, je peux pas trop le montrer parce que ça vous rester plutôt discret. Il faut faire attention aussi. Mais ouais, sinon, j'aime bien le lifestyle. J'aime bien. Après, je suis pas trop personne qui aime bien montrer ce qu'il a et je suis pas du tout comme ça. Mais j'aime bien les belles choses, etc. Ça veut dire, j'aime bien un peu tout et j'aime bien un peu rien aussi. Ça veut dire, c'est l'un comme l'autre. Je peux rester humble et rien faire et à certains moments, je peux montrer comme apprécier des bonnes choses. Bon, en fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'à la fin de ta carrière, on peut te retrouver possiblement sortir un album ou pourquoi pas, parce que tu aimes les belles voitures, participer aux 24 heures du Mans, c'est une possibilité, ça? Non, jamais de la vie. Non, ça, je peux pas. Je peux pas faire ça à mon image. C'est-à-dire, dans l'album, c'est impossible. Et 24 heures du Mans, je pense, c'est mieux, je reste sur le terrain, je suis pas aussi fort. Merci beaucoup Bilal Brahimi, bien sûr, pour nous avoir accordé du temps, pour avoir répondu bien sûr à toutes ces questions. Plein de bonnes choses, surtout pour cette fin de saison, pour ce sprint final à titre personnel, mais également pour tout le club bien sûr du Mans FC. Je le redis et je le répète, cet entretien a été enregistré bien sûr en amont du derby disputé ce week-end contre le Stade Lavallois. Revenons tout de suite Vincent à cette 27e journée du championnat national. Un match nous attend ce soir, il va opposer Orléans à Bastia. Ça tombe bien, c'est l'heure du focus, affiche Canal+. US Orléans, Sporting Club de Bastia, match de clôture de cette 27e journée du championnat national à suivre en direct sur Canal+ Sport à partir de 20h45. Vincent, on va évoquer quand même la dynamique de ces deux équipes. Regardez avec ce carton, on a d'un côté l'US Orléans qui reste sur 3 matchs sans victoire, pendant que le Sporting Club de Bastia est sur une série absolument magnifique de 11 matchs sans défaite, dont 7 victoires et 4 matchs nuls. On a d'un côté le 3e meilleur ratio points pris à domicile contre le 2e meilleur ratio points pris à l'extérieur. Et puis on rappellera que l'US Orléans est le 3e bilan offensif, la 3e meilleure attaque de ce championnat national contre la meilleure attaque du Sporting Club de Bastia. Est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de buts? La dernière fois on s'est mouillé et on a eu raison parce qu'il y a eu énormément de buts, mais on va surtout s'intéresser au match dans le match. Un duel très important bien sûr qui pourrait décider de la suite de cette rencontre. Alors c'est pas un match dans le match d'ailleurs qu'on a choisi Vincent, c'est un un duel à distance, on va dire ça comme ça, puisqu'on a choisi 2 latérales droits, parce que dans le cadre de cette rencontre, je pense en tout cas qu'on a peut-être les 2 meilleurs latéraux droits de ce championnat. Je vais commencer Vincent, je suis désolé, je fais pas dans la politesse aujourd'hui. Je vais commencer Stéphane Lambez, c'est mon choix, du côté bien sûr de l'US Orléans, celui qu'on surnomme le bison, pour ses qualités de combattant, son endurance, ses 3 poumons. C'est un formidable contre-attaquant à hauteur d'un but, notamment cette saison contre Concarneau, un vrai combattant qui a connu d'ailleurs les affres du chômage, mais qui n'a jamais rien lâché, un vrai profil moderne qui aime prendre les espaces, se projeter grâce à ses qualités techniques et sa capacité à accélérer et faire des différences. On se rappelle qu'il était arrivé au centre de formation du Paris Saint-Germain en qualité d'attaquant. C'est là-bas qu'il a été repositionné latéral à une époque où il évoluait aux côtés de Presnel Kipembe, Kingsley Coman, Mike Maignan, encore Alphonse Areola. On s'en rappelle bien Vincent parce que on commentait cette génération-là à cette époque. Et puis c'est surtout si c'est un très très grand professionnel, Stéphane Lambès, un grand travailleur attaché à diététique et au travail invisible, c'est aussi le sourire de ce vestiaire orléanais et l'un des plus grands ambianceurs de ce championnat. Bref, c'est un garçon à avoir dans un vestiaire Vincent, parce que il pose le cadre, je le disais, du professionnalisme. Il arrive aussi à amener un petit peu le côté détente. C'est un garçon qui est beaucoup aimé, en tout cas par tous les vestiaires par lesquels il est passé. Stéphane Lambez, latéral droit bien sûr de cette équipe de l'US Orléans. Votre choix Vincent du coup? Lorenz Zassignon. Eh bien, vous allez nous expliquer surtout pourquoi. Et oui, parce qu'en fait, l'atout principal d'Assignon, c'est sa polyvalence, puisqu'il est capable de jouer des 2 côtés, sur les 2 côtés de la défense, mais il peut aussi jouer dans l'axe. D'ailleurs, au Stade Rennais, son club formateur, c'était déjà le cas. Et puis Mathieu Chabert, aujourd'hui, l'utilise aussi en solution de piston, ou en tout cas plus haut sur le côté. C'est un jeune garçon qui découvre le national, mais il a une véritable mentalité de leader. C'est pas par hasard d'ailleurs qu'il fut le capitaine de la réserve rennaise, et pas par hasard non plus, il a déjà fait des bancs en Ligue 1 et en Ligue des Champions. On rappellera qu'il est arrivé cet hiver en prêt au Sporting Club de Bastia et il s'est tout de suite imposé comme un titulaire en puissance et sans doute l'une des références à son poste, mais ça on l'avait déjà dit avant les présentations. Exactement, l'une des références à son poste, titulaire indiscutable depuis son arrivée cet hiver, buteur contre l'US Créteil-Lusitanos, vous venez de le voir bien sûr en image, et on peut le dire aussi Vincent, depuis cet hiver, il s'est imposé comme l'un des meilleurs Bastiais en tout cas de cette 2e moitié de saison. Très très belle trouvaille de la part de Mathieu Chabert.
Bravo, belle défense, Vincent. Merci, bravo à toi aussi. Oui, merci, c'est gentil. Voilà, c'est le concours des politesses, bien sûr, dans le débrief. Aujourd'hui, voilà l'affiche Canal Plus Sport, bien sûr, à suivre en direct, en intégralité. Vous en avez pris l'habitude. Canal Plus Sport, 20h45. Et ce match pourrait compter pour beaucoup parce qu'on le rappelle, l'US Orléans a toujours cet objectif d'accrocher le podium. L'US Orléans, un petit peu dans une période un peu délicate, qui pourrait se reprendre en tout cas face à cette équipe du Sporting Club de Bastia. On a évoqué l'affiche, parlons des news. Il n'y a que du positif aujourd'hui. Les news, 3 infos à partager avec vous, 3 belles infos, 3 belles histoires. Et on commence par la première, Vincent. On connaît le nouveau coach du FC Bastia Borgo. On le rappelait la semaine dernière, le départ de Jean-André Ottaviani, à qui on adresse bien sûr toute notre amitié. Bien évidemment, l'homme qui avait fait monter le FC Bastia Borgo de National 2 à National, il sera remplacé par une vieille connaissance, tiens, l'ancien Messin Albert Cartier. Vincent, je pense que c'est une bonne nouvelle pour le National. Ouais, c'est une très bonne nouvelle pour le National parce qu'il connaît ce championnat. C'est d'ailleurs lui qui avait permis aux Messins de retrouver le très haut niveau après être passé par le National. On se souvient de cette saison en 2012 où il était à la lutte avec Créteil, où ça avait été chaud jusqu'au bout. Pour moi, en plus c'est un homme de grande classe parce qu'on se souvient en fait de l'interview qu'on avait fait de lui à la fin du match alors qu'il avait perdu à Créteil. Pour quand même un match qui allait compter en vue du titre de champion et en tout cas pas encore sûr de monter. Ah, il avait été mais super élégant. Moi, Albert Cartier, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et comme tu l'as dit, je pense qu'il va faire du bien parce que il a une très très grosse expérience. Exactement. On parlait d'élégance dans le tour des stades tout à l'heure, l'élégance d'Albert Cartier qui vient remplacer l'élégance bien sûr de Jean-André Ottaviani, à qui je vous le disais, on adresse nos salutations les plus chaleureuses. L'autre news, là encore une fois, ça donne du baume au cœur et un énorme sourire, c'est l'exploit de cette semaine, la qualification de la sélection des Comores pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations 2021. Alors Vincent, les Comores, on en a déjà parlé ensemble, cette jeune nation aux yeux bien sûr de la FIFA, l'archipel des Comores qui a décroché une première qualification, je disais historique pour la Coupe d'Afrique des Nations, une histoire qui nous touche parce qu'on en avait déjà parlé à l'époque d'une séquence qui s'appelait dans les 16 mètres avec, c'était dans la surface de réparation bien sûr avec Vincent Magnès et l'idée c'était de développer une histoire avec chacun des acteurs du championnat national. C'était il y a 2 ans, vous pouvez d'ailleurs retrouver sur l'excellente page Championnat national de football, page Facebook bien évidemment. Et à l'époque vous aviez justement rencontré Alim Madi qui faisait partie des pionniers, c'est-à-dire des joueurs qui évoluaient en championnat national et qui ont été les pères fondateurs du nouveau cycle débuté il y a 7 ans du côté des Comores. Racontez-nous un petit peu cette histoire incroyable. Ouais, c'est vrai que c'était fabuleux en fait de l'entendre nous parler de cette première expérience en tout cas en sélection des Comores parce que la sélection, tu l'as dit, elle démarrait. C'était une sélection à l'époque où il y avait quasiment que des Marseillais qui étaient sélectionnés en équipe nationale. Il nous avait expliqué que sa première convocation, il avait eu rendez-vous sur Paris. Ils avaient dormi dans un hangar qui n'était pas éclairé. Et ensuite, ils avaient repris l'avion le lendemain. Ils avaient droit de s'entraîner avec des maillots de Marseille, du PSG, de Lens, parce qu'ils avaient pas les équipements. Les spectateurs il y avait plus de 10 000 spectateurs dans le stade. Et il y en avait même qui étaient dans les arbres et compagnie, parce qu'il n'y avait pas assez de place dans les tribunes. Donc c'était exceptionnel ce qu'ils nous avaient raconté. Et on voit aujourd'hui avec cette qualification, qu'ils ont très très vite grandi. Exactement. Et l'origine de cette histoire, cette qualification a débuté il y a 7 ans avec bien sûr le redémarrage de ce projet et bien sûr la naissance de la sélection des Comores. L'autre belle histoire, et celle-ci vraiment un grand coup de chapeau, elle nous a touché Vincent, vous vouliez absolument qu'on en parle, c'est le beau geste de la semaine, il est l'œuvre de Thomas Robinet et Alexis Sauvage. C'est une histoire qui nous a été racontée par Ouest France le 8 février dernier lors d'un soir de grand froid. Les Tangos sont alors en déplacement du côté du Sporting Club de Lyon. Les joueurs et le staff ont pris leur quartier bien sûr dans leur hôtel, on est alors à la veille de match. Au moment où une femme enceinte se présente à l'accueil pour demander secours. Le gérant de l'hôtel lui demande de sortir. Elle demandait secours, elle demandait une chambre tout simplement pour la nuit, mais elle n'avait pas l'argent. Et grosso modo, le gérant de l'hôtel a demandé à cette femme de partir. Et c'est là qu'interviennent 2 témoins de la scène. Thomas Robinet d'un côté, Alexis Sauvage, le gardien bien sûr du stade Lavallois, qui vont aller rattraper cette femme et lui offrir non pas une nuit, mais 2 nuits pour se reposer et surtout ne pas avoir de conséquences. On rappelle que cette femme était enceinte. Ils ne s'en sont pas vantés, ces 2 garçons. C'est Ouest France qui a ressorti cette histoire cette semaine. On connaît bien Thomas Robinet, vous connaissez très très bien aussi également Alexis Sauvage. C'est presque pas étonnant, en tout cas qu'on soit très très loin du cliché footballeur millionnaire. Exactement en fait. Alors effectivement on connaît bien les deux, mais je dirais que de manière générale en fait c'est un peu l'esprit de ce championnat national
où vraiment on a des joueurs au grand cœur. Qui sont capables de choses comme ça, et c'est pour ça qu'on voulait absolument en parler, parce que ça, il y a des gens, je donne pas de nom, il y a des joueurs qui peuvent jouer en Ligue 1, qui font Ligue des Champions, qui sont en équipe nationale, qui auraient pas fait un geste comme ça. Je vois tout de suite de qui vous parlez d'ailleurs. Et là, en fait, non, c'est juste exceptionnel ce qu'ils ont pu faire, et on devrait tous s'en inspirer. Exactement. Bravo, messieurs. En tout cas, et surtout, voilà, ce qu'on a aimé aussi, c'est toute la discrétion. Certes, on vous raconte cette histoire, elle est sortie dans la presse. Elle a mis un mois, et ils ne se sont pas vantés, et ils n'ont surtout pas voulu, rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Bravo à vous, messieurs. Et on sait que c'est le cas. En tout cas, la générosité règne dans le football, contrairement aux clichés qui sont très souvent véhiculés. C'est déjà la fin de ce débrief. Vincent, on n'a pas oublié de partir. Ça allait très, très vite aujourd'hui. Ça allait vraiment super vite. Merci, Vincent. Merci d'avoir été avec moi. On se retrouve au Red Star. Nous, on a rendez-vous samedi pour le commentaire, bien sûr, sur FFF TV. En attendant de se retrouver pour les matchs de vendredi, de samedi et de lundi prochain, de mardi prochain d'ailleurs, je vous propose qu'on se quitte sur le zapping des moments coulisses dans vos clubs préférés. Vous allez voir, on va voir une image de la passion aux Comores. Je vous dis rien, c'est un petit spoil comme ça. Passez une agréable semaine. Prenez soin de vous surtout. Frérot, t'es là-bas. T'aimes bien la burberie, la casquette burberie?